N'a pas pris notre magazine financier investi, ou émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures. Nous avons plusieurs parties dans l'émission ça. Et pour nous finir l'émission aujourd'hui, nous pourrons censé concentrer nos sujets qui toujours intéressent nous-mêmes dans le groupe croissance, à savoir les technologies de l'information et de la communication. Les données, c'est ça qui domine le monde aujourd'hui. Surtout pour jeunes garçons et jeunes filles, pour construire l'avenir, nous toujours dit pas de job, pas d'emploi. Mais quelque chose ça pas apprendre aujourd'hui, il faut rentrer, ça veut dire TICA, technologie, information et communication. Année ça, c'est un anniversaire important. Il n'y a pas le 70e anniversaire de Compas Direct, mais au 75e anniversaire qui supposait attirer l'attention de tout. C'est l'Institut haïtien statistique et d'informatique qui était commencé en 1950 avec qui ça? Avec un recensement, que me parle très souvent d'un pays ça, donc on est son institution, je parle de IHSI, qui est très proche de groupe croissance parce qu'il faut une pile de données pour nous analyser l'émission pour nous. Il a parlé de l'inflation, il a parlé de démographie, que je parlé dans le début de l'émission. Et bien, si nous avons IHSI qui a bonne donnée, ça c'est extrêmement difficile pour nous faire analyse. Je dis que IHSI représente pour pays, ça que un système laboratoire représenté pour la médecine. Parce que si médecin yo pas de gagner un laboratoire qui pour bailler aux données et des données fiables, eh bien pour médecin t'achita pour la regarder, ah ben ça t'est arrivé déjà, oui, moun ça t'est venu après c'est sur ça t'a prendre décision, t'a fait diagnostic, c'est extrêmement difficile pour lui. Le conducteur, eh bien docteur a fait une garde, il a analysé, après qu'on y a le voyo ka laboratoire pour yo prendre de l'eau dans le corps, à savoir urine, yo prend sel, yo prend sang, yo prend tout bagage ça pour dire ah OK d'accord pour me confirmer ça gagne. C'est ça IHSI représenté pour pays et c'est pas sans raison très souvent nous quand parler d'institutions ça tout pour que yo mettez l'argent là-dedans pour que nous capable de plus de données non seulement sur population mais sur production, PIB pour bonne toutes données ça parce que données importantes pour gagner information pour avoir bonne connaissance et pour arriver dans le plus haut niveau pour prendre meilleure décision. Tout ça me dit tout à l'heure là dans le début de l'émission pour montrer le problème nous et bien c'est parce qu'on ne pas analyser données, ne pas prévoir, ne pas regarder phénomènes d'insécurité à partir des bases scientifiques lorsque bon un bon jeune garçon, jeune fille et bien nous pas intégrer dans la société, ne pas créer travail pour eux et bien impact là capable très négatif pour nous-mêmes. Donc c'est ça l'importance des données. Nous allons attendre là IHSI qui a annoncé à l'occasion de son 75e anniversaire un ensemble d'événements que vous pourrez réaliser année ça et comme vous croyez ça sont partenaires institution ça nous pourrons travailler avec eux un gros événement qui a fait le 17 et 18 septembre prochain côté même j'ai fait sommet IA sommet et intelligence artificielle là côté de chita avec NUD avec Banque centrale avec ministère de l'économie et des finances avec Kenari pour nous regarder comment pour nous faire deuxième révolution ça dans la technologie parce que nous rappelons en 1994 groupe croissance c'était lui-même qui pour vulgariser le phénomène internet dans le pays d'Haïti et bien intelligence artificielle là ne pas qu'à quitter le petit groupe monde. C'est ça nous toujours battre tête nous pour essayer élargir, démocratiser l'information, la connaissance, le savoir. Ça depuis groupe croissance créé, nous prend engagement ça envers toute génération, tout autant que là pour nous dire mes opportunités mais ça peut le faire dans quelque sorte. Eh bien entendez IHSI qui peut annoncer un ensemble d'événements pour ANEA et qui peut traverser soit l'année 2026 là 75e anniversaire là que il a placé là en dans ça. En effet 6 août 1950, 6 août 2025, cela fait exactement 75 ans depuis que nous avons réalisé le premier recensement général de la population en Haïti. Cette date coïncide également à la période de création du premier Bureau national de statistique haïtien, appelé à l'époque Bureau du recensement. D'ailleurs, c'est justement le Bureau du recensement qui avait réalisé la première opération censitaire de 1950. Il faut dire qu'à l'époque, et dans plusieurs pays à travers le monde, les bureaux statistiques portaient le nom de Bureau du recensement parce que on assimilait la statistique uniquement au recensement. D'ailleurs, c'est le cas jusqu'à présent d'un pays comme les États-Unis d'Amérique. Le bureau de statistique des États-Unis d'Amérique, c'est le Census Bureau. Donc voilà, nous avons 75 ans depuis que
n'a ferraillé. Et à cette occasion, nous tenons, je vais dire au nom de tous les organes du système national de statistique et d'informatique publique en général et de l'IHSI en particulier, nous tenons à remercier toutes celles, tous ceux qui, pendant ces 75 ans, ont aidé l'IHSI à remplir sa mission tant bien que mal. Je pense particulièrement à celles et à ceux qui ont contribué à la vulgarisation des statistiques publiques du pays. Donc, si vous suivez mon regard, vous voyez que je parle des journalistes, des médias qui, pendant plusieurs décennies, en tout cas, on va dire pendant ces 30 dernières années, nous ont beaucoup aidé à faire connaître du grand public tous les produits statistiques et de l'IHSI. Aujourd'hui, nous lançons officiellement l'année du 75e anniversaire de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Un hommage à notre histoire et un tremplin vers l'avenir. En 1950, Haïti réalisait son premier recensement général, un acte fondateur de souveraineté qui donna naissance à notre institut. Depuis 75 ans, l'IHSI est la mémoire des territoires, le miroir des dynamiques sociales et le soutien des politiques publiques. Cet héritage, nous le devons à des générations d'agents dont je salue ici la rigueur et la résilience. Mais ce 75 anniversaire est plus qu'une commémoration, c'est un tournant stratégique. Depuis 2020, notre virage numérique a fait de l'IHSI une maison des données vivantes, connectée et ouverte. Concrètement, nous avons mis en place le déploiement d'une plateforme numérique dynamique interconnectée aux registres et systèmes d'information de l'État qui publiera en temps quasi réel des données économiques, sociales et démographiques. Cette plateforme sera également accessible au public afin que chacun puisse suivre les évolutions du pays en toute transparence. Le soutien apporté au ministère à la condition féminine pour la digitalisation des statistiques des genres, la finalisation en partenariat avec Conatel du cadre légal de la signature électronique, clé de voûte de la modernisation administrative. La création des datasets en créole pour bâtir un modèle d'intelligence artificielle culturelle haïtienne qui parle notre langue, reflète notre culture et respecte notre identité. Ces systèmes ont des impacts concrets. Notre suivi de l'inflation à travers l'IPC guide aujourd'hui plus de 75% des mesures sociales d'urgence, aide alimentaire ciblée, subventions sur les carburants spéciaux, touchant directement les ménages vulnérables. Tout au long de l'année 2025-2026, des temps forts jalonneront cette célébration. Un sommet national sur la gouvernance des données, des éditions régionales au CAI et au Cap haïtien, des émissions, des conférences, des concours pour faire vivre la culture statistique auprès des jeunes et du grand public.
Chaque étape visera à partager, comprendre et construire ensemble. Car oui, nous avons besoin des données pour comprendre, mais aussi des systèmes d'information pour agir. L'IHSI agit aujourd'hui comme un catalyseur de cette dynamique. Depuis juin 2025, nous avons lancé le programme ambassadeur des données, recrutement des étudiants stagiaires finissant en statistique, économie, sociologie, informatique, géographie aux domaines connexes. Déjà déployés dans le nord et le sud avec des missions thématiques. Les feuilles de route formées aux outils numériques IHSI, collecter et valider les données terrain avec rigueur scientifique, vulgariser l'information statistique auprès des mairies et communautés. Notre objectif, c'est de découvrir les 10 départements d'ici décembre 2025. Nous avons lancé également un incubateur en intelligence artificielle ouvert aux étudiants finissants pour enrichir nos plateformes et projets. Mon appel aujourd'hui s'adresse à la jeunesse, les institutions, nos partenaires et nos amis, vous, les journalistes. Faisons des données un bien commun, un bouclier contre la vie chère, un outil de résilience et les miroirs vivants de notre identité haïtienne. Avant de répondre à vos questions, je vais vous laisser avec cette promesse. Des chiffres qui se transforment en pain, en transport, en dignité pour chaque citoyen. Je vous remercie. 75 ans, IHSIA correspond à un gros phénomène qui a développé dans le monde. D'ailleurs, nous rappelons le 27 juin dernier, un gros événement qui a été fait dans le pays d'Haïti, sommet et intelligence artificielle, côté que groupe croissance était associé avec le ministère des Finances, avec NUD, avec Banque Centrale, avec une jeune organisation qui a eu pour nous essayer de faire nous comprendre. Mais ça a passé dans le monde aujourd'hui là. Voilà que, encore une fois, pour la deuxième année consécutive, CPTA, c'est sous de l'objet la gueule, il n'y a pas qu'à ouvrir l'école le mois de septembre. L'année dernière, nous avons appelé ça a fait un pile bruit. Mais si nous sommes capables au mois de septembre, non, pour nous chita avec directeur de l'école, avec enseignants, avec professeurs, pour nous préparer pour ça qui va arriver l'an prochaine année, intelligence artificielle là, d'ailleurs, fait que sur ton dernier ChatGPT version 5, qui est encore pire révolutionnaire, qui est encore pire radical, l'école là pourra changer radicalement. Nous pas le temps de là, une interview, parce que depuis quelques temps, en Afrique, on me prend exemple qui a passé dans le pays puis avancé, dans le pays qui semble à venir. Nous pouvons aller dans le pays Sénégal, dans la Côte d'Ivoire, dans le Nigeria, parce qu'il a fait des réflexions sérieuses sur l'intelligence artificielle, sur technologie, information et communication. Pour expliquer nous les grands défis qu'il y a actuellement là, même tout, dans le bagage souveraineté numérique là. D'ailleurs, IHSI pour essayer de développer pendant les prochaines années, et a commencé depuis l'année 75e, pour préparer, pour nous mettre des données en dedans machine. Parce que machine est connectée et a foncé du travail. Si nous ne mettons pas là-dedans, eh bien, c'est information moun qui dehors, c'est données, ça nous va l'utiliser. Donc, comment on va développer tout ça? Et nous va attendre là, qui ça importance données aujourd'hui là? Et on a parlé depuis plus de 30 ans dans le pays, ça, depuis que la croissance créée, pour nous dire que données, c'est lui qui prend la révolution, ça pétrole de fer. C'est ça qui, l'or noir, et puis considérer le pétrole là comme l'or noir, et bien, je dis, la technologie a remplacer pétrole là avec tout élément ça. Donc, comment pour mettre infrastructure numérique? Nous rappelons que dernièrement, dans le sommet financier, qu'on a réalisé que ce soit au Cap ou encore au CAI, il y a une intervention et directeur IHSIA, M. Wilson Fièvre, qui t'a montré nous, mais gros faiblesse que nous aujourd'hui à l'infrastructure numérique là. 30 ans après, nous avons introduit révolution dans le pays d'Haïti, eh bien,
moun qui dirige pendant 30 dernières années, ou quel que soit le gouvernement, par exemple, des politiques publiques sérieuses pour renforcer les infrastructures numériques. Ça n'est les échecs leadership dans le pays, c'est non seulement moun qui ont tête l'État qui a dirigé, qui a pris une décision, mais également le secteur privé, tu ne peux pas suspendre ça. Ils ont échoué tout. Parce que eux même étaient supposés engager dans la révolution, ça, tout, révolution numérique là. Donc, qui mettait dans le retard comme ça que je dis, nous avons pile pour nous faire. Donc, c'est pas simplement dit, nous prenons l'intelligence artificielle là, non, c'est un gros chantier que bah, ça y est. Il faut gagner l'électricité, et je dis à nous qui est à aider à fonctionner. Il faut gagner accès à Internet. Je dis à Internet entrer dans le pays à l'un seul côté où les calicots bloqués parce que bandit va prendre zone, eh bien, tout pays a fait noir dans fait Internet. Donc, accès à Internet là, il faut que ça entre dans la politique publique et tout. Aspect juridique là, faut qu'il y ait une loi qui mette en place. Donc, faut que nous ayons tout métier, que l'éducation, que la santé, quel que soit ce qu'on faire dans le monde, je dis, eh bien, ou pas capable sur Internet là qui vient donner un maillot précédent pour nous capable de faciliter le développement de l'intelligence artificielle là. Donc, mais tout le travail que nous pouvons réaliser, et nous avons parlé de l'émission, toute la consommation et la production. Nous consommons trop de technologie, information, communication, même pas faire production. Donc, je dis à bon ingénieur qui a formé en Haïti ou la technologie, eh bien, il faut que nous permettions que nous capables d'arriver pour des valeurs ajoutées, pour nous capables d'avancer, pour nous capables de réussir. Jeunes, ça, c'est période pas yo. C'est petit monde digital, il dit que rentre pendant Internet, là, pendant ces téléphones, ça les smartphones, téléphone trop intelligent pour que petit monde yo ignorance comme ça. Donc l'école l'a changé radicalement. Paquet d'années scolaires tout perdu là, nous qu'à récupérer. Mois de septembre nous pas le perdu encore à cause de mauvaise planification qui gagne au niveau de CPT, là, fait éducation, pas mettre ça là, nous capable de dire la priorité, il faut le mettre sous deux parce que c'est qui besoin de diriger le pays, c'est sous contrôle et tout. Nous ne pouvons pas l'attaquer en ministre éducation, eh bien, c'est le système qui l'a, qui lui même pas de temps pour te mettre toute bagage en place. Eh bien, comment pour nous récupérer le temps perdu ça? Eh bien, nous allons regarder, exemple, en Afrique là, comment nous avons réfléchi sur toute politique publique. À ça, les cybersécurité. La sécurité dans le pays d'Haïti, je dis, la police nationale supposée, il a parlé de drones, eh bien, policiers supposés former pour être capable d'entrer dans la technologie, information et communication. La finance, nous avons parlé de bagaille ça, à savoir, pas bien mieux encore, pas bien gros succursale, parce que ça, on a dans le monde là, il y a canet banque ou qu'a fait toute bagaille avec en quelque sorte. Comment pour nous intégrer mon yo, pour nous permettre que mon yo mieux éduquer. Ou bien regarder ça qui a passé aux États-Unis, qui est extrêmement avancé, ou bien aller en France, aller en Europe en général, et bien en allant en Afrique, pour nous regarder qui ce travail a fait, qui ça a réalisé, qui réflexion qu'a réalisé. Et nous avons souhaité dans des émissions, et tout va le passer là, reste émission par nous, et ça qui a passé en Afrique là, pour que chaque monde dans la zone par eux, que l'éducation, que la santé, que la sécurité, tout le monde a besoin. Et comment pour des institutions tant que IHSI, tant que Conatel, pour eux-mêmes après réfléchir sur toute réglementation, pour mettre l'ordre, pour mettre discipline. Nous sommes perdu 30 ans en vie avec un bagage que nous pas en retard là-dedans. Parce que Haïti pas commencé Internet en retard, non? Dominicane n'est pas en avant, non? Jamaïque pas en avant, non? Mais je dis, si nous regardons comment que toute zone ça a connecté, depuis Dominicaine, depuis en l'air, dans Punta Plata, traverser en bas dans Punta Cana, traverser dans Dominica et Santo Domingo, pour venir arriver tout bas, on a tout pays à connecter. Jamaïque là, qui est à côté nous là, qui pipiti passe nous, Cuba, pays à connecter en quelque sorte. Comment pour nous-mêmes, je dis, pour nous rattraper temps perdu ça, pour nous valer terrain le plus possible et pour nous capables d'atteindre des résultats positifs. L'Afrique, eh bien, il faut faire ça analyse comparative là, qui réflexion qu'a fait, et c'est ça l'émission ça le dit. Et il y a un pile pour nous faire dans le cadre de reprise économique là, la première partie de l'émission montre qui est à gagner. Nous, ouais, qui genre pauvreté, extrême pauvreté va les terrains. Est-ce que nous avons récupéré le temps perdu? Si nous intégrons technologie, information, communication, si nous sommes pour jeunes, pour nous réfléchir à de nouveaux métiers, parce que métier que là, on y a pas le transformer, et qu'on paquet d'autres métiers qui peuvent venir, en bas jeunes, nous chasse ça, nous fait trop mal, semaine ça fait semaine de la jeunesse, en bas espoir ça, en garde, en réfléchir. Et, faut que les partis politiques, c'est
ou pas capable de football, une équipe football, et bon, pas qu'à faire politique ou pas qu'à faire élection sans parti politique. Faut renforcer tout. Faut commencer à réfléchir pour les prochaines élections. Un parti politique qui respecte tête li, pas ta supposé pour l'élection qui vient là, sans pas un programme technologie, information et communication, sans pas un programme concernant l'intelligence artificielle. Pas voter pour eux si que vous pas porter ça sur table là. Nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes filles, au lieu de besoin de magistrat à 21 ans, nous besoin gouverneur, non, à regarder réellement gros défi ça yo, et pour nous, si moun qui veut diriger nous yo, si vous comprenez le défi 21e siècle là, ça peut arriver dans les prochaines années. Donc, suivez l'émission avec un peu d'intérêt, c'est ça me porter pour jeunes garçons, jeunes femmes, pour ça nous capable de journée de la jeunesse sous tap fêté et bien on garde les grands défis comme participer dans jouet là pour influencer jouet là suspendre penser que nos besoins pour c'est nous pour la position non c'est pour nous influencer pour nous capable positionner nous pour que ça nous besoin nous capable joindre ça ne pas craser briser en quelque sorte sur nous capable dire ti échange ça peut le faire dans la télévision africaine et qui peut permettre que n'inspire et pour nous capable arriver changer vie pays d'Haïti pour nous mettre une bonne voie à suivre là. Sur ce plateau, nous sommes avec nos deux invités pour en parler. Monsieur Gérard Dacosta, vous êtes ingénieur en cybersécurité, également IT trainer et IT consultant. Merci d'avoir bien voulu répondre présent une nouvelle fois en tout cas à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, merci également à votre co-débatteur, M. Hassan Si. Vous êtes juriste, également spécialiste en droit numérique. C'est aussi un plaisir, M. Si, de vous retrouver sur ce plateau. Merci Daouda. Un plaisir également pour moi de venir à ce plateau de débrief. Merci beaucoup. Je vous en prie et j'en reviens à M. Dacosta. Comment aujourd'hui relever ces défis de la souveraineté du numérique sur le continent? Donc, bonne question. Donc déjà, avant même de répondre à votre question, il faut d'abord définir c'est quoi la souveraineté numérique. Pour les gens qui ne le savent pas. C'est le fait qu'un État puisse contrôler ses données personnelles, tout ce qui est par exemple information et ainsi de suite. Parce que nous savons que maintenant, ce qu'on dit la nouvelle pétrole ou l'or noir, c'est les données. Donc si un État a la capacité de contrôler ces données-là, d'où ils proviennent, comment on les gère, comment elles sont traitées, et ainsi de suite, là est la souveraineté numérique. Maintenant, par rapport à l'Afrique, nous, on est hyper dépendants des technologies externes. Donc aujourd'hui, on est dépendant des GAFAM. Nos données ne sont pas géographiquement là dans notre pays. Elles sont hébergées dans des centres ou voilà, dans des pays qui sont assez éloignés. Donc l'idée vraiment, c'est de faire une souveraineté numérique, mais une souveraineté repensée et maîtrisée. Donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour mettre en place ces infrastructures, il y a un coût. Et aussi, il y a aussi la partie humaine, des talents qu'il faut mettre. La formation de ces talents-là. Maintenant, par rapport à ça, peut-être l'Afrique n'aura pas les moyens de pouvoir vraiment le faire. Donc, il faut déjà une union, par exemple, de l'Union africaine, des différentes... Nous reviendrons tout à l'heure sur ces détails-là, voilà. C'est-à-dire la nécessité d'y travailler ensemble sur le plan régional, voire même continental. Mais au-delà aujourd'hui de cette nécessité de disposer d'infrastructures numériques, puisque vous l'avez rappelé, les données gouvernent le monde, donc il faudrait nos propres infrastructures pour stocker nos données. Mais au-delà de ces infrastructures locales, aujourd'hui, quels sont les défis à relever pour l'atteinte de cette souveraineté numérique-là, au-delà de la question des infrastructures? Donc il y a beaucoup de défis. Hein. Déjà, il y a les défis techniques que j'ai dit. Donc, il y a, par rapport à ces défis techniques, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait des gens qui sont capables de pouvoir gérer des infrastructures numériques, ce qu'on appelle des data centers. Donc, et aussi, il faut aujourd'hui qu'on ait des data centers d'un pays ou des data centers continentaux qui appartiennent à l'Afrique. Ou aussi créer des partenariats. Donc, par exemple, avec ces GAFAM, leur dire, vous pouvez implémenter vos serveurs en Afrique, mais nous allons contrôler comment vous traitez nos données. Et pour ça aussi, il faut des lois et des règlements, qui est très important. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de conventions qui ont été signées, de Malabo, etc. etc. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse les faire évoluer. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse prendre pour référence la RGPD qui est devenue maintenant une référence mondiale et on voit comment ils traitent la loi européenne sur la question de la protection et on voit comment ils traitent les données. Donc par rapport à ça, on essaie de répliquer mais en adaptant
par rapport à nos propres réalités en Afrique. Et après, vraiment créer l'infrastructure nécessaire, la culture nécessaire et aussi former les gens qui produisent ces données-là. Et en quelque sorte, créer l'écosystème nécessaire, en tout cas, au développement de cela. Et monsieur, si selon vous, comment veiller, en tout cas, en Afrique, à produire et à contrôler nos propres données? Il avait déjà commencé à développer là-dessus. Je pense que Gérard a déjà amorcé cette question par rapport à la protection des données à caractère, pas données à caractère personnel, mais des données de façon générale, pour pouvoir véritablement prétendre à ce qu'on appelle une souveraineté numérique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comme Gérard l'a dit, en fait, la souveraineté numérique doit se reposer sur plusieurs piliers. Donc, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect infrastructure. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en Afrique, on n'est pas producteur, mais on est consommateur d'infrastructures. Et malheureusement, on consomme toujours sans modération. Tu vois, les États sont là, il y a des stratégies et tout, mais derrière, il n'y a pas de base ou bien de fondement juridique capable véritablement de garantir une bonne protection des données à caractère personnel. Je m'explique. Quand on parle par exemple des données à caractère personnel, si on prend des pays comme le Sénégal fait partie des premiers pays en Afrique qui ont légiféré des lois visant à protéger nos données à caractère personnel. Mais si on fait le constat, ces lois datent de 2008. Donc de 2008 à 2025, il y a plusieurs évolutions qui ont vu le jour et qui ont fait que ces lois ne sont plus adaptées aux réalités de terrain. Et justement, sur cette question-là des données à caractère personnel, ce sera la thématique en seconde partie et nous y développerons davantage. J'aimerais qu'on reste aujourd'hui sur la question actuelle. Et selon vous, quelles opportunités aujourd'hui offre le développement de ces technologies numériques, surtout sur le continent africain? Plusieurs opportunités, il y a beaucoup d'opportunités parce que quoi qu'on puisse dire, le numérique c'est des opportunités que l'on doit exploiter tant du côté des gouvernements que du côté de la population. Par exemple, dans plusieurs secteurs d'activité aujourd'hui, on note l'implication significative des technologies de l'information et de la communication. Il y a le secteur de l'éducation qui s'est transformé de façon drastique avec ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes de e-learning qui permettent aux gens de pouvoir faire des formations à distance, avoir des certificats sans pour autant se déplacer d'un pays à un autre. Dans le secteur de la santé, aujourd'hui, il y a la télémédecine que certains pays africains commencent à exploiter pour pouvoir véritablement assister les patients en ligne et pouvoir faire ce qu'on appelle des opérations. Dans le secteur de la finance, par exemple, aujourd'hui, auparavant, il y avait un circuit de la population qui était carrément exclue du secteur bancaire, mais avec les technologies de l'information et de la communication, on est en train d'assister à ce qu'on appelle une inclusion financière qui est aujourd'hui possible grâce aux technologies de l'information et de la communication. Du côté des États aussi, donc on voit que les États commencent à développer ce qu'on appelle des stratégies de transformation digitale, parce qu'on sait que la révolution du numérique peut être avantageuse au niveau des États si ces derniers ont cette capacité de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire de faire des politiques donc publiques visant à utiliser ce qu'on appelle les technologies avec des stratégies solides, capables véritablement de pouvoir faire des bénéfices pour la population. Des stratégies solides, des politiques publiques, ainsi que aussi des textes législatifs et réglementaires pour encadrer tout cela. Et Gérard, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livre blanc sur la cybersécurité et la souveraineté au Sénégal. Vous y faites le diagnostic des différentes initiatives mises en place avant de proposer également des pistes de solutions. Dites-nous globalement, qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui de cet état des lieux du cyberespace sénégalais? Bon, d'une manière générale, le Sénégal est champion dans tout ce qui est texte et réglementation. On a tous les textes possibles et réglementations possibles dans tous les domaines du numérique. Donc derrière aussi, il y a des directions qui ont été mises en place, il y a tout ce suivi qui a été mis en place. Donc sur mon livre, j'ai d'abord regardé l'aspect juridique, l'aspect technique et tous les autres aspects. Donc j'ai vu que sur la partie juridique, on est très bien fourni. Mais sur la partie organisationnelle, il manque.
certaines choses, telles que il y a cette haute autorité de protection des données personnelles, donc que j'ai donné comme suggestion. Donc je suis même impatient de rencontrer le président de la CDP et discuter. Avant d'en venir à vos suggestions et proposer des solutions concrètes, j'aimerais qu'on reste d'abord sur l'état des lieux. Sur l'état des lieux que vous avez fait aujourd'hui. Donc si je fais l'état des lieux, d'abord on a sur l'aspect juridique la loi de la cybersécurité, on a aussi la loi sur la protection des données. Donc on a sur l'aspect organisationnel, on a la DCIC qui est l'agence, la haute agence de la cybersécurité. On a la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie. On a aussi la division spéciale de la cybersécurité qui est partie des forces de défense. Donc on a vraiment aujourd'hui cette organisation-là qui permet vraiment de pouvoir vraiment répondre par rapport aux enjeux cyber. Maintenant, il reste beaucoup de choses telles que la sensibilisation, parce que aujourd'hui on voit que beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux, sur Internet, et même dans les écoles aujourd'hui, les matières numériques sont intégrées vers la fin, quand vous êtes en terminale et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, dès le début, l'étudiant doit commencer, l'élève plutôt doit commencer à pouvoir réfléchir sur ça. Donc ça, c'est formé sur ces questions-là liées au numérique. Et justement, vous aviez commencé à développer tout à l'heure là-dessus. À la suite de ce diagnostic que vous avez fait de cet état des lieux, quelles solutions concrètes proposez-vous aujourd'hui pour améliorer ce cyberespace aujourd'hui du Sénégal? Voilà, donc avec même Hassan qui est là, on a travaillé avec d'autres experts sur une réforme vraiment de la partie juridique du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le numérique va vite. Et aujourd'hui, notre loi date de 2008. On a essayé de faire une révision en 2016, mais jusqu'à présent, ce n'est pas passé. Et ça veut dire que 2008 à maintenant, notre loi n'a pas été révisée. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que la loi n'a pas pris en compte. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, cette loi aussi a permis la création de la CDP. Ça veut dire que la CDP existe. La Commission de protection des données depuis 2008. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de mises à jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'IA qui est venue et maintenant même la notion de données personnelles même est revue. Et même sa définition encore est revue parce que l'IA même a perturbé les choses. Il y a le blockchain, il y a le cloud. Et les technologies émergentes. Tout à fait. Donc tout ça aussi, même la position de la CDP doit être revue. Est-ce qu'elle doit évoluer à une haute autorité que de devenir une commission? Donc il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Et aussi, même aujourd'hui, la DCIC, aujourd'hui qui est là, qui est la haute autorité de cybersécurité aussi, j'en ai parlé, et aussi comment aussi le revoir en fait, sa position par rapport sur la partie aussi sensibilisation et formation. Donc les écoles, dès le bas âge, même les DARA, même tout ce qui regroupe des jeunes, on doit insérer la culture cyber. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes utilisent plus les réseaux sociaux. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, on doit vraiment les inculquer cette valeur-là pour qu'ils savent qu'aujourd'hui, cette éducation numérique, et ça va leur permettre vraiment de pouvoir avancer par rapport à cette chose. Donc, c'est ces points-là que j'ai insisté. Et surtout, pour que ces points-là réussissent, il faut qu'au niveau étatique, nos dirigeants puissent mettre le numérique en avant. Et heureusement, je pense, avec ce nouveau gouvernement, ils ont compris que le numérique doit être en avant, d'où le New Deal technologie. Tout à fait. Réussir ce portage institutionnel-là du numérique, comme vous le dites. Et M. Si, le paysage numérique africain reste également largement dominé par des acteurs étrangers, ce qui accentue les vulnérabilités technologiques que nous connaissons. Et comment aujourd'hui veiller à inverser cette tendance pour faire du numérique un des moteurs de croissance aujourd'hui de notre économie? Ouais, merci Daouda par rapport à ce constat, et je pense que c'est un constat qui est général. Donc l'écosystème numérique africain est dominé par les étrangers, ce qui est malheureux pour des États qui prétendent vers une souveraineté numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait le numérique est très sensible. Les technologies que nous importons sont sensibles dans la mesure où les pays africains n'ont pas ce qu'on appelle des centres de rétro-engineering. Je parle sous le contrôle de Gérard. Des fois, on peut concevoir une technologie et te la livrer. Tu l'utilises au sein d'une administration. Alors que dans cette technologie, il y a des failles qui ont été incluses et que l'administration utilise cette technologie et y met ce qu'on appelle des données sensibles. C'est des choses qu'il faut éviter. Et maintenant,
pouvoir véritablement corriger cette imperfection, je pense que les États africains doivent faire confiance à l'expertise locale. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes talents en Afrique qui sont compétents, capables de produire des plateformes, capables de produire ce qu'on appelle des technologies, et que s'ils sont bien encadrés, bien formés, et que l'État met les moyens, donc ces jeunes peuvent produire des contenus que les États exportent au niveau des pays étrangers. D'autant plus qu'actuellement, on est à l'ère de la quête de l'information. Qui détient l'information détient le pouvoir. Moi, je ne trouve pas l'importance de pouvoir importer des technologies qui sont faites ailleurs, alors qu'au sein des États, il y a de l'expertise, il y a la connaissance qui est là, qui nécessite juste un encadrement. Et cet encadrement... faire confiance aujourd'hui à cette expertise locale-là. J'aimerais qu'on reste avec l'encadrement dont vous parlez. Je rappelle que vous êtes juriste et également spécialiste en droit numérique. Quelle contribution également de l'harmonisation des textes législatifs, que ce soit une harmonisation au niveau régional ou bien même une harmonisation au niveau continental, quelle contribution aujourd'hui pour relever ce défi de la souveraineté numérique-là? Oui, je pense que par rapport aux contributions, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de travaux qui ont été déjà faits qui entrent dans cette logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a constaté que les textes ont besoin d'être refaits, les textes ont besoin d'être actualisés, et la question, par exemple, de la cybersécurité ou bien de la protection des données ou bien du numérique ne nécessite pas tout simplement une approche qui se limite à un État. Pourquoi? Parce que le numérique n'a pas de frontières. Et pour être puissant face aux technologies externes, il va falloir aller vers ce qu'on appelle une harmonisation des textes. Comme le RGPD, comme l'a si bien expliqué tout à l'heure Gérard, en Europe, ils sont parvenus à mettre en place un règlement général sur la protection des données qui impose des sanctions pécuniaires à l'endroit des personnes qui violent ce qu'on appelle aujourd'hui les obligations qui incombent aux responsables de traitement. Mais tel n'est pas le cas en Afrique, où chaque État essaie de légiférer de son propre côté. Les gens sont partis en solo et à un moment donné, ils se sont sentis fragilisés face aux GAFAM. D'ailleurs, c'est ce qui explique que lors des dernières politiques de confidentialité de Meta dans son intelligence artificielle, on a vu que beaucoup de pays africains n'ont pas été inclus et les utilisateurs africains n'ont pas ce qu'on appelle le droit d'opposition. Et c'est un droit qui est inclus dans ce qu'on appelle les lois internes. Mais qu'est-ce qui explique qu'on est faible par rapport à eux? Parce qu'on n'a pas une législation harmonisée. Et nous, véritablement, en tant que juristes, on plaide à ce que l'on ait un RGPD africain. Pas RGPD typiquement inspiré de la France ou bien de l'Europe, mais un RGPD qui au moins commune ou une loi continentale, une loi harmonisée qui va regrouper les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui sera une loi commune qui prévoit des sanctions très sévères. Mais l'Union africaine travaille déjà sur une charte, en tout cas pareil, pour la protection des données. Oui, en fait, le malheur en est que, comme le dit Gérard, en matière de texte, en matière de loi, on est champion. Mais en matière de l'application de ces textes, on est toujours en retard. Parler de l'Union africaine reviendra à dire, par exemple, la Convention de l'Union africaine sur la protection des données. Donc la Convention qui depuis sa mise en place, avait connu des retards par rapport à la ratification pour certains pays. Et cette Convention de 2014 même n'est plus à jour parce qu'entre-temps, il y a des évolutions qui sont là, qui n'ont pas été prises en compte par cette Convention. Même la charte africaine que tu viens de citer, le problème qu'on pourrait avoir par rapport à cette charte, c'est le fait de les transposer au niveau interne. Parce qu'une loi ou bien une convention, autant pour moi, quand elle est signée au niveau communautaire, maintenant, il faut qu'elle soit ratifiée également. Le législateur national doit le ratifier et l'inclure au niveau du dispositif juridique interne. Même l'harmoniser avec son dispositif. Avec son dispositif. Mais malheureusement, on voit toujours des retards ou bien des négligences. Ou bien même des contradictions par rapport au texte régional ou continental et au texte national. C'est ce qui explique très souvent que les conventions n'ont pas d'effet sur la lutte contre la cybercriminalité ou bien sur la lutte contre la protection des données à caractère personnel des pays qui l'ont ratifié. Et Gérard, tout à l'heure, nous parlions de technologies émergentes. Quel impact de ces technologies émergentes-là, comme la blockchain, le cloud et ces autres technologies émergentes, surtout sur cette question de la souveraineté numérique des États africains? C'est un impact positif, hein, parce qu'aujourd'hui, je vais donner l'exemple de l'une de ces technologies qui peut même aider l'Afrique à pouvoir même aller beaucoup plus loin, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts qui disent que l'Afrique ne doit pas rater cette nouvelle révolution, parce qu'il y a eu plusieurs révolutions industrielles à travers le monde.
l'Afrique l'a raté. Et aujourd'hui, l'IA devient une nouvelle révolution industrielle. Et nous ne devons pas la rater, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'IA offre beaucoup de possibilités. Donc aujourd'hui, sur le domaine économique, il peut nous aider à réfléchir comment l'Afrique peut développer son économie, comment l'Afrique peut développer son éducation, et ainsi de suite. Mais pour cela, on ne doit pas utiliser aussi des IA étrangères. On doit développer nos propres IA. Par exemple, aujourd'hui, si un Africain développe un IA, il va passer comme un Africain, pas comme un Européen. Donc aujourd'hui, il va connaître vraiment quels sont les vrais enjeux aujourd'hui qu'on a face à ces problématiques-là. Parce qu'on a plusieurs problématiques et ces technologies émergentes aujourd'hui vont nous aider. Donc aujourd'hui, même il y a la blockchain qui est là, qui peut même nous aider. Aujourd'hui, je donne le cas du Sénégal. Combien de problèmes de terre qu'on a aujourd'hui? Et aujourd'hui, la blockchain peut aujourd'hui régler cela. Donc, pas mal de choses. La question du cloud aujourd'hui, le cloud souverain. Donc, aujourd'hui, on voit que le Sénégal même a inauguré un data center, je pense, il y a 2 ans de cela ou autre. Tout à fait, à Diamniadio. Donc, il y a Google même qui est venu s'implémenter à Accra, si je ne me trompe pas, qui ont mis en fait leur siège là-bas. Donc aujourd'hui, on peut créer des partenariats, c'est ce que je disais tout à l'heure, une souveraineté intelligente. Parce qu'aujourd'hui, on a raté vraiment cette coche-là de pouvoir vraiment dire qu'on veut une véritable souveraineté. Parce que presque les matériels, toute cette technologie, ainsi de suite, c'est déjà détenu par... Donc on ne peut pas venir reprendre la roue en fait. Donc, mais l'idée c'est de créer une souveraineté réfléchie et intelligente. Une souveraineté réfléchie et travailler également de façon concertée en tout cas à créer des IA ou bien des intelligences artificielles qui nous ressemblent et qui contrôlent en tout cas, qui comprennent aujourd'hui le langage et les enjeux de ces Africains-là. Mais pour cela également, il faudrait relever aussi ce défi également de produire nos propres données. La question des données personnelles également, ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief, et une partie que je vais démarrer avec M. Hassan Sy, juriste et également spécialiste en droit numérique. D'ailleurs, dès la première partie, vous aviez tenu à développer en tout cas sur les questions des données personnelles. Nous y arriverons d'ailleurs. Comment relever aujourd'hui ce défi de la protection des données personnelles dans un monde ultra connecté, je le disais en introduction? Ouais, d'ailleurs, mais dire que j'ai débuté avec les données à caractère personnel parce que c'est une question qui me tient à cœur. Moi, j'aime trop la protection des données à caractère personnel parce que, comme l'a expliqué tout à l'heure Gérard, aujourd'hui, les données font partie de ce qu'on appelle l'or 2.0. Elles sont très convoitées par les GAFAM. Maintenant, revenons à votre question. Donc, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de défis qui gravitent autour de l'écosystème de la protection des données à caractère personnel. Et parmi ces défis, on peut citer le cadre juridique. Je l'avais dit à l'entame de mes propos. Depuis 2008, on a une panoplie de lois. Parce qu'en 2008, le législateur a pris ce qu'on appelle beaucoup de lois, notamment la loi sur la société d'information, d'orientation sur la société de l'information, la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi 2008-12, la loi sur la cybercriminalité et la loi sur les transactions électroniques et une loi sur la cryptographie. Mais maintenant, comme on a l'habitude de le dire, les technologies courent à une vitesse exponentielle et le droit est obligé de réglementer, réguler. Donc du coup, si on ne met pas à jour notre cadre juridique, il y aura un décalage entre les réalités et l'état actuel de la révolution du numérique. Raison pour laquelle il faut impérativement faire évoluer ces lois, mais aussi renforcer ce qu'on appelle les pouvoirs des autorités de régulation. Actuellement, on a la CDP, la Commission de protection des données à caractère personnel, qui est une autorité administrative indépendante visant à réguler et à réglementer ce qu'on appelle l'écosystème de la protection des données. Mais cette autorité, cette commission, autant pour moi, n'est pas encore une autorité, mais n'a pas tous les moyens nécessaires pour faire le travail. Pourquoi? Parce que la question de la protection des données à caractère personnel inclut tout le monde. Que ce soit le vendeur de guetté qui est dans le coin, que ce soit l'élève, que ce soit la personne qui est un peu au fin fond du Sénégal, dès l'instant qu'elle produit des données, elle est considérée comme une personne faisant l'objet de traitement d'une donnée à caractère personnel. Et si cette personne n'est pas bien éveillée, n'est pas bien sensibilisée, donc forcément ces données peuvent être utilisées sans son consentement ou bien sa vie privée. Et justement, vous le rappeliez tout à l'heure, les derniers textes, en tout cas législatifs, datent de 2008.
même si en 2016 on a noté en tout cas quelques réaménagements avec même le code pénal et le code de procédure pénale où certaines dispositions prenaient en compte ces questions-là dans les modifications qui ont été apportées. Mais selon vous, quelle politique aujourd'hui mettre en place pour mettre à jour ces dispositifs-là afin de mieux protéger les données de ces concitoyens-là et même des États? Ouais, je pense qu'il faut impérativement aller vers des assises juridiques et convoquer tout ce qu'on appelle les parties prenantes, que ce soit les experts locaux, que ce soit les entreprises, que ce soit les responsables de traitement. Il faut véritablement des assises où l'on fera ce qu'on appelle une étude approfondie des textes, voir ce qu'on va changer, ce qu'on ne va pas changer. Parce que je me rappelle, on l'avait fait en 2018 à Sali, j'étais dans un atelier d'actualisation de la loi actuelle de 2008. Mais depuis lors, donc c'était un projet de loi. Depuis lors, on a vu que cette loi n'a pas été ratifiée et entre-temps la technologie évolue. Donc du coup, pour pouvoir être à jour et répondre aux normes et standards internationaux, il faut aller vers ce qu'on appelle des assises juridiques, revoir en intégralité et en profondeur les textes, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut mettre pour que demain, parce que si on ne le fait pas, on peut s'attendre à demain à ce qu'il y ait une infraction sur les technologies de l'information et de la communication et il y aura un vide juridique parce qu'il n'y aura pas d'article ou bien de texte qui a prévu que telle infraction faite via les technologies de l'information, notamment l'intelligence artificielle, donc a été prévue par tel ou tel article. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfaitement. Et d'ailleurs, pour ce genre de cas, des fois, même le législateur ou bien les juges plutôt, même peuvent faire appel à la jurisprudence ou à l'interprétation de des textes de loi existants. Tout à fait. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut le faire. Il faut aussi convoquer les acteurs sur des ateliers de partage et de réflexion visant à s'inspirer des modèles internationaux parce qu'il y a beaucoup de modèles actuellement qui peuvent servir de base pour pouvoir construire un écosystème juridique capable de protéger nos données à caractère personnel. S'inspirer des modèles internationaux et surtout les adapter à nos réalités locales également, c'est important. Et Gérard, ces données-là peuvent être considérées comme des informations qui ont été traduites sous une forme efficace pour le mouvement ou le traitement, généralement grâce à l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones ou d'autres, en tout cas, outils. Nous sommes ainsi dans ce qu'on appelle l'ère des données. Vous l'avez rappelé, les données aujourd'hui, c'est une denrée ou bien une ressource importante, ce qui conduit en tout cas à une utilisation accrue de ces données-là. Mais ce retour exponentiel aux données, Gérard, est-ce que cela n'augmente pas également les problèmes de sécurité pour la protection des données aujourd'hui personnelles? Oui, bien sûr. Le fait qu'on recourt sans cesse à ces données aujourd'hui, en fait, pour pouvoir faire fonctionner ces machines, surtout avec les technologies émergentes. Voilà, donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc aujourd'hui, plus on produit des données, plus on est exposé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'or noir. Donc c'est la cyber-or, maintenant l'or 2.0 ou comment on l'appelle. Donc les gens sont intéressés par les données. Et aujourd'hui, la surface d'attaque augmente parce que pour mettre en place ces données, j'ai parlé de mettre en place des data centers, de mettre en place des serveurs, etc., de mettre tout l'écosystème qui va collecter toutes ces données-là. Et ce qu'on oublie derrière, ces données-là, avant même que ces données ne produisent, il y a d'abord l'infrastructure. Effectivement. Et donc cette infrastructure-là, si on ne la protège pas, on augmente le risque, le cyber-risque en fait. Et par rapport à ça, il faut... Comme on le dit, hein, je pense que j'avais assisté à un webinaire et il y avait une personne qui longtemps j'avais su cela, mais sur Google, allez sur Google. Donc aujourd'hui, si vous faites des recherches par exemple dans certains pays, vous n'allez jamais voir qu'on affiche les camps militaires ou certains data centers. C'est grisé en fait. Vous ne pouvez pas voir rien du tout. Mais en Afrique, c'est le contraire. Aujourd'hui, on sait là où on a nos data centers, là où on a nos bases militaires. Alors que ce sont des questions de sécurité intérieure. Donc aujourd'hui, par rapport à cela, déjà, première chose, c'est d'abord la formation. Moi, j'aime toujours l'aspect humain. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des logiciels, tout ce qu'il faut pour contrôler et protéger ces données-là. Mais ces données-là peuvent être corrompues d'une simple action humaine. Donc c'est pourquoi l'être humain doit être formé
accompagner et sensibiliser. Donc ces 3 points-là doivent vraiment retenir l'attention de toute personne qui veut mettre en place un système et qui veut sauvegarder ses données. Il faut former l'homme, il faut l'accompagner, il faut le sensibiliser. J'aimerais qu'on reste avec cette formation et cette nécessité en tout cas de maîtriser ces questions-là. D'ailleurs, la progression de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent a aussi fait accroître ces menaces-là sur la sécurité et la confidentialité de nos données. Face à l'IA aujourd'hui, comment redéfinir la façon d'interagir avec les technologies et même gérer sa vie numérique face à l'IA? En tout cas, c'est très compliqué actuellement. Même les gens font maintenant la confusion entre aujourd'hui une création humaine et l'IA. Tout à fait. Je pense sur LinkedIn, il y a une personne qui avait publié un texte qu'il avait fait, je ne sais pas, en 1900. Là, on ne parle même pas d'IA comme ça. Et il a fait analyser son texte par l'IA et l'IA lui a dit que ça a été produit par une IA à 80%. Alors que c'est le texte qu'il a produit lui-même. Et après, le gars a montré les preuves en disant est-ce qu'il faut vraiment faire confiance à l'IA? Le problème de fiabilité même des informations que donne ces IA. Donc c'est pourquoi en fait, c'est toujours cette notion-là qui vient. Pour utiliser l'IA, il faut d'abord maîtriser toi ton domaine. Et maintenant, l'IA, c'est qu'un outil. Un outil qui te rend beaucoup plus performant et qui te rend beaucoup plus rapide par rapport à ce que tu fais. Maintenant, même pour les menaces, donc l'IA a créé de nouvelles formes de menaces. Donc c'est ça qu'on appelle les APT. Donc des menaces avancées et persistantes. Donc ça veut dire que même ces menaces-là, les systèmes conventionnels ne peuvent pas les reconnaître. Parce que c'est des menaces qui prennent n'importe quelle identité. Et c'est des menaces qui vraiment peuvent voler vos données sans que vous le sentiez. Comme on te dit, nous avons pour tout le monde la discussion que tu as fait là, aspect technique, partie infrastructure, partie internet, partie juridique. Donc, quel que soit ça n'a pas prendre aujourd'hui, technologie, information, communication, les nécessaires. J'aime quoi ça c'était pour mettre sur tout changement qu'a fait dans le monde depuis nous créé de 1994 à nos jours. C'est qu'à peut-être dernière révolution absolue pour nous-mêmes. C'est deuxième vague là, une vague très importante. Et nous croyons que chaque monde a supposé le secteur par eux, regrouper eux pour que nous pas rater l'intelligence artificielle là, qui va permettre que nous récupérer un pile temps de perdu. Nous remercions tout le monde de cette émission. À la semaine prochaine, si bon Dieu veut.